on le sait, Imam Dicko est l'un des leaders très influents du mouvement de contestation du pouvoir d'Ibeka. Il est notre invité ce matin. Imam, bonjour. Bonjour. Imam Mahmoud Dicko, quand on vous dit Imam Mahmoud Dicko, comment voudrez-vous qu'on vous présente? Parce que tantôt on dit leader du M5 RFP, on se rend compte que non, vous n'êtes pas tout à fait politique. On vous dit imam rigoriste, on ne sait pas. Comment voudriez-vous qu'on vous présente? Présentez-moi comme je suis un imam. Oui. Vous êtes chez moi presque dans ma mosquée. D'accord. Et j'aimerais qu'on me présente comme imam. Imam. D'accord. Imam de la mosquée de Badalabougou. Mosquée Salam de Badalabougou. Imam de la mosquée Salam de Badalabougou. Voilà. C'est très modeste, hein, imam. En même temps, 5 chefs d'État se déplacent pour venir vous voir, simple imam, vous savez. D'accord, imam. Alors, merci de nous avoir accordé cette interview. Pour commencer, vous permettrez que je vous montre une image et juste une question après. Oui. Une prière mortuaire des jeunes qui sont tombés lors de la dernière manifestation organisée par le M5 RFP. J'ai envie de savoir, en ce moment où vous priez sur ces corps, quel était votre sentiment? Comment vous vous sentiez? Écoutez, si je dois vous parler, je vais vous parler avec beaucoup d'émotion. D'accord. Ces jeunes gens, effectivement, sont morts. Ceux sur lesquels je viens de faire cette prière sont morts devant ma porte. Ici. Sont morts dans ma mosquée. Ce pas de jeunes gens qui étaient même à la manifestation. Okay. Une manifestation à laquelle je n'aimais pas participer physiquement. Okay. C'était vraiment une précision de taille. Le 10 juillet, physiquement, je n'y étais pas. Okay. Et le lendemain, devant ma porte ici, Forsat débarque. C'est ce qu'on dit, Forsat. C'est eux qui savent de quelle force. La Forsat, c'est la force de lutte contre le terrorisme au Mali. Voilà. D'accord. Alors maintenant, ils sont en train de polémiquer là-dessus. Est-ce que c'est Forsat ou pas? Moi, je n'en sais rien. En tout cas, des forces ont débarqué. Ok. J'étais là, assis, au même endroit où vous êtes. On entendait des tirs partout. Okay. Mais les jeunes gens se sont appelés dans le quartier pour dire que ces gens-là, ils viennent pour l'imam, ils veulent l'enlever ou le tuer. Nous allons venir. Tant qu'on ne finit pas de nous exterminer, ils n'arriveront pas à l'imam. D'accord. Les jeunes gens sont venus me demander, imam, tu vas nous suivre, on va te mettre dans un endroit vraiment sûr, à l'abri. D'accord. Je leur ai dit non, je ne peux pas, moi, aller vous laisser ici. C'est pour dire quoi? Je vais rester ici. Si je dois mourir, je mourrai ici, dans ma mosquée. De toute façon, c'est chez vous? Oui. S'il me reste à vivre, je vivrai. D'accord. Donc, quand j'étais là pour prier sur ces jeunes gens, ça me représentait beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup d'émotions. Je ne pouvais pas imaginer une seule fois dans ma tête que le président de la République qu'on a fait élire en 2013, nous qui avons transformé nos mosquées pour en faire des QG de campagne pour lui. Le président Ibeka? Ibeka. Oui. Parce qu'on croyait en lui. D'accord. Et que ce même Ibeka, pour de divergences de points de vue, dans un espace, dans un pays qui se dit démocratique, que des forces spéciales peuvent débarquer chez moi pour faucher des vies innocentes. Il faut que je vive ça pour l'accepter, pour voir. Il faut que Dieu me donne longue vie pour moi-même, je vois ça, pour vraiment, pour que je puisse vraiment l'intégrer et l'accepter. Sur le corps de ces jeunes, quelles sont les idées qui vous traversaient? Parce que c'était au chaud. J'imagine,
j'imagine votre peine, en train de prier sur des corps, des jeunes qui s'étaient proposés de venir vous défendre, vous mettre à l'abri. Vous direz peut-être que ça aurait pu être vous à leur place. Mais bien sûr, mais moi, si c'était moi, ça va choquer beaucoup de gens. Et moi, j'en serais fier. Si je pouvais, au moment où j'étais là, devant moi, pouvais moi donner ma vie pour qu'eux se relèvent, pour continuer la vie, parce qu'ils étaient à la fleur de leur vie. C'était des jeunes gens de 17 ans, 18 ans. Ça ne devrait pas arriver donc. Ça ne devrait pas arriver. Vous savez, ce n'est pas des jeunes gens qu'on a trouvés en train de dévaliser des banques. Ils n'étaient pas aussi devant l'édifice public dans n'importe où. D'accord. Non, ils étaient devant ma maison, devant mon domicile, là où vous êtes maintenant, D'accord. et dans ma mosquée. Ils n'avaient rien d'agressif. À votre avis, comment pouvez-vous interpréter cela? Une volonté expresse de le faire, de vous faire peur, de vous intimider. Comment pouvez-vous expliquer cela? Je ne sais pas si c'est intimider ou faire peur. Tout le monde l'interprète en sa manière. Vous l'interprétez comment? Moi, je n'interprète rien qu'une volonté seulement de mal faire. Maintenant, mal faire, ça veut dire tout dire. D'accord. Mal faire, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Oui, mais écoutez... Jusque dans une mosquée, tirer sur des jeunes qui... Oui, parce qu'on a fait courir le bruit pour essayer de vraiment justifier leur forfait. Que dans ma mosquée, c'est des djihadistes qui sont retranchés, qu'il y a ceci, il y a cela. On a fait tellement de bruit autour de tout ça. Ils ont trouvé des djihadistes? Mais comment, si les djihadistes étaient là, ils n'allaient même pas venir. Ok. Ils savent là où les djihadistes se trouvent. Parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui ont osé venir tirer sur les gens. Les djihadistes, ce n'est pas des enfants de cœur qui vont se laisser tirer comme des mouches. D'accord. Mais ça, c'est quand même aberrant. Ça vous a étonné? Ça ne m'étonne pas tellement. Beaucoup de choses me sont revenues depuis. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Que nos autorités et nos politiques, souvent même, véhiculent dans les chancelleries. D'accord. Parce que je deviens gênant pour eux. Okay. Je le sais. Je suis conscient de cela. Je le sais. Il y a beaucoup de choses qui ont été véhiculées, des mensonges qu'on a véhiculés dans les chancelleries. Il est ceci, il est cela, c'est un islamiste, il est de connivence avec les djihadistes, il veut instaurer la califat, il veut instaurer la charia, il veut instaurer je ne sais quoi et quoi. Ça ne m'est pas, je ne suis pas étonné que cela soit. En réalité, tout le problème que nous vivons et que nous vivons en Afrique, pas seulement au Mali, je préfère le dire droit dans les yeux. D'accord. À vous et à eux, à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. En réalité, eux-mêmes, malheureusement, les autres instrumentalisent cette affaire-là pour d'autres agendas. D'accord. Mais nos politiques aussi instrumentalisent cette affaire-là pour cacher leur insuffisance, leur défaillance, leur incapacité de donner des réponses vraiment aux choses que leurs populations respectives demandent. On arrivera tout à l'heure avec toutes ces images qu'on vous attribue, on vous écoutera largement là-dessus. Mais revenons à ces jeunes, ils sont décédés parce qu'il y a un mouvement de protestation, parce qu'il y a un refus du pouvoir du président Keïta aujourd'hui au Mali. Si je vous demandais, qu'est-ce qui arrive? Comment en est-on arrivé là pour le pouvoir Keïta? C'est lui qui a presque été plébiscité avec plus de 70%. C'est lui dont l'opposant, le challenger, s'est levé en 2013 pour aller le saluer chez lui, le féliciter parce qu'il a été élu. Comment en est-on arrivé là en 2020? Ben écoutez, cette question, la personne la mieux indiquée pour vous répondre à ma place, c'est bien Keïta. C'est à Ibrahim Boubacar Keïta qu'il fallait vraiment poser cette question. De votre point de vue, voilà. Vous étiez là. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez participé à faire de lui président. Donc, si aujourd'hui il est démon, vous avez participé à fabriquer le démon. Ben, c'est ce que je vous dis. D'abord, la question, la personne la mieux indiquée pour laquelle il faut poser cette question, c'est lui. D'abord. Okay. Celui que le peuple a plébiscité. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce même peuple le voit comme un monstre qu'il faut chasser? Ça, c'est à lui qu'il faut poser cette question. Maintenant, de mon point de vue et de ma part, oui. Comme vous l'avez, j'ai participé et je n'ai pas eu honte de le dire. C'est pour cela que je me suis arrêté ici, à la place publique.
devant le monde entier, prendre l'opinion nationale et internationale à témoin Oui. pour demander pardon au peuple malien. Ok. J'ai présenté mes excuses et j'ai demandé pardon. Parce que moi, croyais en lui. Pour beaucoup de faits qui se sont passés. Vous savez, M. Keïta a été pendant 6 ans Premier ministre Effectivement. d'Alpha Omar Konaré. Oui. Il a été pendant 5 ans président de l'Assemblée nationale avec ATT. Et 7 ans aujourd'hui, il est le président de la République. Oui. J'ai eu suffisamment de temps à l'approcher, à le connaître, à le côtoyer, à être avec lui. Nous avons eu des relations souvent en dents dessus, de haut et de bas. Il y a des moments où on ne se comprend pas. On se réconcilie, on va, on vient. Donc je sais de quoi je parle. D'accord. À partir de 2018, je me suis donc fait une idée. Mon opinion est que cet homme en qui nous avons eu confiance, quelles que soient maintenant les relations ou l'estime que je dois avoir pour lui, parce que c'est quelqu'un avec lequel j'ai partagé beaucoup de choses, je ne le nie pas. Je ne suis pas moi un ingrat qui dit que non, je ne le connais pas, il n'a rien fait de bon. Non. Il a fait beaucoup de choses, de bonnes choses pour moi, en tant que personne. En tant que personne. Voilà. D'accord. Maintenant, notre problème, ce n'est pas entre moi et lui en tant que personne. Ce n'est pas un problème de personne. De personne. Non. Le problème entre nous, c'est sa gouvernance, sa manière de tenir le pays. Ok. Je ne suis pas satisfait de ça. Je l'ai dit en son temps. J'ai même dit que le problème du Mali aujourd'hui n'est pas un problème d'élection. Si c'est des élections, il a été bien élu, il a été même publicité. Oui. Mais ce n'est pas. En 2012, en 92, du moins, on a fait des élections extraordinaires. On en a fait encore des élections. On a fait encore. Mais le problème est plus profond que les élections. Les élections que nous faisions, et aux médias ailleurs, je préfère le dire de façon très claire, Oui. sont de faire semblant. On fait semblant de faire des élections, avoir un pouvoir, et appeler les autres pour qu'ils nous donnent leur cutus, pour que les gens disent ouais, l'Union européenne est venue, francophonie est venue, je ne sais pas quoi est venue, mais maintenant c'est bien, il n'y a rien qui entache vraiment. Écoutez, nous devrons sortir de tout ça. C'est une mascarade. Mascarade, c'est un faire semblant, Oui. c'est tromper soi-même, tromper son peuple. Oui. Mais ce que j'ai dit l'autre jour, je ne l'ai pas dit au hasard. Okay. Je l'ai dit en connaissance de cause. Dans cette affaire-là, j'ai eu à côtoyer beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup de propos, beaucoup de choses m'ont été dites. D'accord. Par la suite, même des menaces. Je l'ai dit et je le redis encore. Le peuple malien n'est pas un peuple soumis. Ce n'est pas un peuple résigné. C'est un peuple debout. Debout, c'est le peuple de Babemba. La phrase a même fait les gros titres dans les journaux. Mais même si je vous demande, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez Ibeka? Quelle est la promesse qu'il a faite, qu'il n'a pas tenue, qui vous a choqué, jusqu'à ce que vous preniez publiquement position contre lui et dirigez même un mouvement? Ben écoutez, sors ici, fais un micro-trottoir et demandez aux Maliens. Sur 100, tu auras 95% qui vont te dire rien ne va au Mali. Ok. Et c'est une vérité. Dans le domaine de l'éducation aujourd'hui, mais le Mali c'est zéro dans la sous-région. Dans le domaine sanitaire, on n'en parle pas. Le domaine sécuritaire, c'est extrêmement grave. Moi je vous dis, moi qui vous parle, en 2014, après l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta, je suis parti à Kidal, dans la région de Kidal. Oui. J'étais accompagné du chef coutumier pour aller parler avec tous les chefs de fraction et autres là pour chercher à amener la calmie. C'est le lendemain que le Premier ministre d'alors, qui était Moussa Amara, Oui. est parti me trouver là-bas. Avant qu'il n'aille, nous avons alerté pour dire que la situation n'était pas bonne et que sa venue n'était pas opportune. Il fallait peut-être revoir ça. Okay. Ils ont refusé, ils sont venus. Ce qui s'en est suivi, c'est que c'est le Mali qui est tombé. Ils ont voulu Parce prendre... n'existe plus à Kidal.
Ils ont voulu prendre Kidal par la force. Par la force. Et ça n'a pas marché. Et le Mali est tombé. Nous sommes tombés depuis. D'accord. Tombés à tel point que je me rappelle, lors des présentations de vœux, je ne me souviens pas de l'année tout de suite, j'ai eu à dire ceci au président de la République et aux Maliens à l'époque. J'ai dit, écoutez, si nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui, où on est en train de négocier à Alger, ça n'aboutit pas, ce n'est pas pour autre chose, c'est parce que nous avons perdu la guerre. Quand vous perdez une guerre, difficilement vous gagnez les négociations. Il faut qu'on fasse des concessions, qu'on accepte qu'on a perdu la guerre, qu'on se redonne maintenant la main pour rebondir. C'est aussi ça la vie. D'accord. C'était difficile à l'époque d'accepter même de tels propos, mais c'était des vérités. Il fallait vraiment que quelqu'un ait le courage de le dire. D'accord. Aujourd'hui, Donc, oui, allez-y. le Mali est tombé à partir de ça, de 2014. Ok. Le Mali est tombé. C'est tout ce qui a été initié. Est-ce que c'est la faute du président si le Mali est tombé? Parce que de toutes les façons, il a trouvé une situation instable, surtout du Nord. Mais je suis désolé de vous parler comme ça. Et je l'ai entendu souvent dire qu'il n'a pas trouvé un pays. Mais avec tout le respect que je lui dois, c'est le président de la République, c'est quand même mon grand frère. Il y a des propos que je ne veux pas lui adresser. Mon éducation et ma façon de faire ne me permettent pas de dire certaines choses. Mais escamoter aussi la vérité, je ne peux pas le faire. D'accord. Je vous ai dit qu'en 2014, moi j'étais à Kidal. Le jour où je suis arrivé à Kidal, il y avait un gouverneur à Kidal qui n'était pas ni Touareg, ni de la région de Kidal. Il est de la région de Kaï, il s'appelle Kamisoko. C'est un militaire, je l'ai trouvé sur place. J'ai trouvé tous les préfets des chefs-lieux de cercle qui étaient là. Toutes les préfectures, leurs préfets étaient là. Moi, j'ai dîné avec eux. Tous les services centraux, leurs répondants dans la région de Kidal étaient déjà commencés à s'installer. Donc l'administration existait en Nemo. Existait à Nemo. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre, Imam? Donc, c'est pas vrai ce que le président il a dit. Il y avait quand même l'administration à Kidal. Mais on ne m'a pas raconté. Vous l'avez vécu. Je l'ai vu que j'étais là. Moi, je suis parmi les gens. J'étais avec quelqu'un que je ne nommerai pas aux caméras, mais la personne sait. Nous avons passé toute la nuit à les téléphoner, leur téléphoner pour leur dire de ne pas arriver, que le Premier ministre n'a qu'à annuler sa visite pour Kidal parce que ça ne va pas. Moi, j'ai parlé avec ceux qui étaient là, qui étaient des responsables de groupes armés, pour leur demander, de supplier d'accepter la venue du Premier ministre. Ils ont d'abord accepté, après c'est eux qui sont venus me voir pour me dire que nous n'avons pas accepté parce que vos gens, ils ne sont pas sérieux. Ils ont amassé beaucoup de troupes, ils veulent aujourd'hui venir envahir Kidal. Okay. Et nous avons parlé aux gens de Bamako pour tenir compte de ce que nous avons appris. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus, ils ont cherché à prendre Kidal par la force et ça a capoté, ça a échoué, ça a retombé le Mali dans une situation qui nous a valu ce qu'on a pu obtenir. Il a fallu que le monde entier se mette ensemble pour qu'on obtienne ce qu'on appelle les accords d'Alger. Est-ce que c'est encore une fois, est-ce que c'est de la responsabilité du président Keïta, si cela est arrivé? Mais c'est la responsabilité. Est-ce que c'est à lui la faute? Mais écoutez, il y a eu des élections, des accords qui ont permis au Mali de faire des élections en 2013. Oui. Qui lui a permis d'être lui-même élu. Oui. Il a été jusqu'à lui-même à Kidal pour aller battre campagne là-bas. Oui. Et dans ces accords, on dit 60 jours après, on doit continuer les négociations pour le campement, le cantonnement, je veux dire, pour ceci, pour cela. Mais il a laissé tout ça de côté pour faire, lui, son choix et son schéma qui nous a conduits dans cette catastrophe. Vous pensez qu'il n'a pas de responsabilité dans ça? Que 1500 hommes cherchent à aller occuper Kidal, ça peut se faire à l'insu du président de la République? Non. Est-ce que dans ce cas, vous vous sentez responsable en partie responsable, parce que vous avez participé à faire de lui président, est-ce que vous vous sentez en partie responsable? C'est ce qui explique votre engagement contre lui aujourd'hui? Écoutez,
Je ne me sens pas responsable de quelque chose. Vous l'avez quand même soutenu. C'est ce que je dis. Ce n'est pas parce que je me sens responsable de quelque chose que je me suis levé. Non. C'est un devoir pour moi en tant que citoyen. Ce n'est pas, ma motivation n'est pas seulement, ah oui, parce que moi j'ai participé à ce qu'il a été élu, donc s'il y a un problème, je me lève. Ce n'est pas cela. Mais vous avez présenté des excuses, imam. Mais c'est parce qu'on se s'est trompé. Maintenant, vous tentez de réparer. De réparer, bien sûr. Donc, en vous opposant contre lui aujourd'hui, ça peut être interprété de cette manière, non? Ben, je ne sais pas si je m'oppose contre lui, je m'oppose contre un système. Son système à lui. Ben, si c'est le système, si c'est son système, je m'oppose à ce système. D'accord. Entre lui et moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a eu d'autres accords? Parce qu'on a lu quelque part, vrai ou faux, ce n'est pas vérifié, qu'il y avait d'autres contrats entre vous, les imams. Je parle de vous, imam Dicko, le shérif de Nioro, enfin ce qui a fait que vous l'avez soutenu en 2013, c'est parce qu'il avait promis effectivement entre guillemets, islamiser le Mali, si on peut le dire, construire des mosquées à l'aéroport, par exemple, permettre qu'il n'y ait pas certaines choses dans les ministères, par exemple, au niveau de la chaîne, l'ORTM, interdire certaines images indécentes qui pourraient être diffusées. Dans ce sens, est-ce qu'il y a eu des accords dans cet ordre-là, entre vous? Non, pas du tout. Je préfère vraiment être honnête avec vous. Ça n'a jamais été le cas. D'accord. Non, je ne mens pas. Mais avant qu'il ne vienne lui, il nous a trouvé déjà obtenu ça. La mosquée qui est construite à l'aéroport, ce n'est pas lui, ce n'est pas à son époque. Dans toutes les garnisons du Mali, il y a des mosquées. Ce n'est pas lui, il les a déjà trouvées. D'accord. Mais il les a déjà trouvées, mais les Maliens, ils sont à 98% musulmans. C'est pour cela ceux qui prennent les armes pour dire qu'ils vont nous islamiser. Moi, ça me fait rire. D'accord. Et nous, notre islam est un islam que nous avons choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra nous imposer un islam. Non, pas du tout. Et ce n'est pas un islam centenaire. C'est un islam qui date des siècles, millénaires. Donc, vraiment, dire qu'il y a un accord entre nous, il n'y a aucun accord entre nous. Et le président, au contraire, il nous a freinés même dans beaucoup de choses. Nous croyons que s'il venait, la vie publique allait être assainie. Pas seulement en termes de mœurs, mais aussi dans il y avait une délinquance financière et autres là. Il s'était engagé. Il a juré que l'année 2014 va être une année de lutte contre la corruption et tolérance zéro. Et c'était l'année la plus catastrophe que le Mali a connue, au point de vue détournement, au point de vue délinquance financière. Il l'a fait, il l'a dit, ça s'est fait. D'accord, Imam Dicko. Vous avez dit, à la sortie de la rencontre avec les chefs d'État, bien sûr, vous avez dit « je préfère mourir en martyr que vivre en traître ». C'est bien la phrase. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on a essayé de vous faire trahir le mouvement? Pourquoi vous l'avez dit, cette phrase? Ben, je le dis parce que je suis sorti, moi. Et chaque fois que je l'ai fait, c'est des millions de Maliens qui sortent. Moi, je n'ai pas de fortune pour les corrompre. Je n'ai pas d'argent. Je ne loue pas les cars pour aller les chercher. Les gens, ils viennent d'eux-mêmes. Parce qu'il y a un contrat moral qui nous lie. Oui. Il y a une confiance réciproque que Dieu a créée entre moi et ce peuple malien. Oui. Nous avons commencé depuis notre lutte contre le code de la famille. Oui. Les Maliens l'ont montré. Et chaque fois que j'ai sollicité les Maliens, ils l'ont montré. Vous pensez que ce peuple peut sortir? On va lutter. Il y a eu mordant, il y a eu tout. Mais on vient nous dire, colmater des choses, nous dire ça et me faire avaler ça et que j'accepte ça. C'est justement ça la question. Qu'est-ce qu'on a colmaté? C'est quoi le problème? Mais qu'est-ce qu'on vous a proposé que vous avez refusé? Qu'est-ce qu'on n'a pas colmaté? Qu'est-ce qui a été dit réellement? Qu'est-ce qui a été... Mais depuis très longtemps, dans les coulisses, les gens ont cherché qu'on trouve ça, qu'on trouve un accord, moi et puis le président et d'autres. Mais je dis non, ça ne marchera pas. Si c'est cela, moi... Tenter de vous corrompre, c'est ça? Bah écoutez, je ne voulais pas aller dans ce sens. Oui, mais c'est bien cela. Non, bon, vous n'allez pas me faire dire... Je ne vais pas vous faire dire, mais vous voulez ce que trop. vous pensez, imam. Écoutez,
quand on veut vous faire trahir le mouvement en vous proposant des choses, on appelle ça de la corruption, imam. Ben écoutez, moi je ne parle pas comme ça. D'accord. Bon. Peut-être qu'on m'a donné d'autres idées. On m'a offert certaines possibilités de voir la chose autrement. D'accord. Ça peut être sans être corruption au sens là du terme comme vous le pensez. D'accord. Mais pour moi, cela, ça veut dire que je dois nécessairement me débarrasser de la position du peuple et aller ailleurs. Cet ailleurs-là, je ne le connais pas. Je ne sais pas là où je peux, moi, vivre ailleurs aujourd'hui. Nous-mêmes, on ne comprend pas, imam. Qu'est-ce qu'on vous a proposé concrètement? L'ailleurs, là, c'est quoi? Mais ailleurs, c'est... En politique? Non. Quoi? Ailleurs, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre vie en vous vraiment... En ne devenant plus imam. Non, vous êtes imam, mais vous vous mettez à l'abri de tout ça, vous ne parlez plus, tout ça, ça peut être... Donc, je vais encore interpréter, parce que vous ne voulez pas le dire, Voilà. je vous Non, ai non, dit, je n'interprète rien, non, c'est moi, je vais essayer maintenant, d'interpréter. n'interprétez pas, laissez-moi finir. Oui, vous allez finir, imam, mais la partie, il faut que j'insiste là-dessus. Ailleurs, on va vous mettre à l'abri pour que vous n'ayez plus besoin de rien, on va vous faire taire. C'est ce qu'ils ont proposé. Mais me faire taire, c'est mal me connaître. Mais justement, vous l'avez refusé, je suis d'accord. Voilà. Mais on a quand même essayé, à travers des propositions, Bon, ça, d'aller vous mettre c'est à vous qui l'abri. le commentez maintenant, moi je ne dirai rien Imam Dicko, par rapport à d'accord. ça. Je l'accepte. D'accord. Mais c'est mal me connaître. Oui. Et je pense même que c'est mal connaître le peuple malien.